Eh bien, merci tout le monde de vous être déplacé par cette belle soirée printanière. Ce que je vous présente ce soir, c'est un deuxième volet de ma banque de diapositives qui est hébergée par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec et qui a été numérisée. Donc, toutes ces photographies que vous allez voir sont aussi accessibles en ligne vous pouvez les utiliser sans avoir à payer quoi que ce soit comme droit d'auteur. Donc c'est un don que j'ai fait à la BANQ. Je suis même très heureux de savoir qu'elle rencontre un certain succès bien avant que je sois décédé. C'était un peu mon geste en donnant ces photographies à la BANQ. C'était d'assurer une certaine mémoire sur l'Abitibi-Témiscamingue. Alors ce que je vous présente ce soir, c'est le côté western catholique. Donc, comme vous a dit Benoît tout à l'heure, l'an passé, j'avais présenté surtout Rouen-Noranda et l'aspect Klondike québécois. Ici, les photos que vous allez voir ce soir, c'est beaucoup des gens des paroisses rurales. C'est donc un autre univers. Vous savez que l'Église a joué un rôle important, si ce n'est pas prépondérant dans la colonisation de l'Abitibi et du Témiscamingue. En introduction, je vous présente un peu, je vous parle de deux de mes photos fétiches. La première, ici, quand on la regarde, ça a été pris dans le recoin du cimetière à Béarn, au Témiscamingue. Mais pour moi, ça évoque beaucoup ce qu'on pourrait trouver dans un paysage du Far West américain. La cabane en arrière avec le panache. En arrière, on a presque l'impression de la grande prairie. Et ce qui m'avait touché particulièrement, c'était la modestie de cette tombe et en même temps le nom de la liberté. Or, la liberté, c'est ce que la plupart des gens qui sont venus coloniser l'Abitibi et le Témiscamingue, c'est ce qu'ils cherchaient, une terre aux autres, pouvoir être indépendant, et même les gens qui sont venus dans les années 30 avec les plans de colonisation, ils cherchaient peut-être également à échapper au chômage, donc trouver quelque chose de nouveau. Mais en même temps, ça parle un petit peu de la misère que les premiers colons ont pu connaître dans les situations particulièrement difficiles. La deuxième photographie, c'est prise lors de la fête de Palmarol. C'est le curé de Palmarol qui se voulait très moderne. Alors le défilé à la fête paroissiale, dans une belle Camaro toute neuve, on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus américain, mais en même temps ça contraste avec la maison qui est en arrière. À l'époque, il y avait encore beaucoup de maisons, on est à la fin des années 70, qui étaient encore sur papier noir, avec des forens pour tenir ça. Et ça disait un petit peu les conditions difficiles dans lesquelles les premiers pionniers avaient vécu. Et puis, ce qui est évoqué, c'est l'époque de la van life. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Il y avait des gens qui achetaient des vanettes commerciales puis qui transformaient ça en camping-car. Décoré. Alors, on retrouvait beaucoup sur les peintures de ces vanettes quelque chose qui appartenait à la mythologie de l'Ouest. Le désert, la lune, des grands paysages, ici un petit chapeau mexicain. Souvent, ces vanettes étaient recouvertes de shag à l'intérieur, je ne sais pas si vous avez connu ça. Et on retrouvait même, j'ai trouvé un camion sur lequel on pouvait évoquer cette espèce de désert plus ou moins mexicain. Alors ça, c'est pour le côté western. Donc, quoi de mieux pour photographier les gens que d'aller les photographier dans les lieux de rassemblement. Alors, ce que vous allez voir ce soir, c'est des photographies qui sont prises dans des fêtes paroissiales, 4 paroisses, 2 en Abitibi, Sainte-Rose de Poulari et Palmarol, et 2 en Témiscamingue, ici au Bal des Foins de la Verlochère, et une autre au Rodéo de Notre-Dame-du-Nord. Alors, ce que j'aimais dans cette photographie-là, c'est un peu le contraste entre les chapeaux western, la large bord,
les inscriptions sur la... Je ne sais pas comment on appelait ces chariots là, à l'époque, comme une espèce de charrette pour transporter du monde ou du foin, ou je ne sais pas. Mais c'est marqué Pollock Binders Supplies. Donc en anglais, ça pourrait aussi bien être en Amérique du Nord, mais avec la belle église de Fougerville, avec ses deux clochers. C'est une église d'ailleurs qui est assez exceptionnelle pour son architecture. Il y avait aussi la musique country, ce que j'ai découvert en arrivant au Québec. Et vous savez que ici, dans le Nord-Ouest, c'est une musique qui est encore très populaire. Pas seulement dans le Nord-Ouest, pas seulement en Abitibi-Témiscamingue, mais également au Québec. Les pionniers du Val-des-Foix à qui on faisait un honneur. Vous voyez aussi la forme des garages qui évoquait encore l'architecture western. Le Club du Bon Temps. Alors, c'était un défilé qui faisait honneur aux gens les plus âgés de l'époque, les fermières, les pompiers, le club Rotary. Ah, une chose qui m'a étonné, auquel on n'est pas habitué en France, c'est les majorettes. C'est la première fois que j'ai vu des majorettes, c'était avec le colonel Sanders, Poulet Frit, Kentucky. Un dimanche matin, sur la rue Gumball, il n'y avait absolument personne, mais le colonel Sanders était en arrière d'une grosse limousine à saluer une foule quasiment absente, avec en avant de la limousine un petit groupe de majorettes. J'ai retrouvé ça dans les fêtes paroissiales, toujours avec un petit mélange que je trouve un peu bizarre de très belles jeunes filles, adolescentes, avec des fusils, dans un appareil militaro sexy, je pourrais dire, les mini-jupes. C'est toujours un spectacle un peu surprenant. Ici, on se retrouve également devant le même garage à Fougerville. Et le mythe des cowboys, le cheval. Le cheval est particulièrement important quand on parle de western, évidemment. Donc, lors des défilés, ces chevaux-là étaient assez présents aussi. On voyait, le cowboy avec la selle western et derrière le tracteur. Donc, on évoque ces deux aspects-là. L'église, avec le cheval, la selle western, c'était à Sainte-Rose-de-Poulary. Ici, un retour au Val-des-Foix de Fougerville. Là, on a vraiment le côté, il y a même la pancarte Coca-Cola. On est aux États-Unis, des très beaux chevaux et le cow-boy en arrière. Même les jeunes sur leurs poulains. Et ici, le rodéo de Notre-Dame-du-Nord. Et le ranch Étoile Filante. Donc on se trouve vraiment dans un univers, le rodéo, c'est quand même pas quelque chose qui est lié à la religion catholique. On n'en voit pas en France, on n'en voit pas beaucoup à Montréal, à part Saint-Tite, je pense. Et puis il y en a deux, je pense qu'il y a le rodéo de Saint-Bruno-de-Guigue et puis il y a le rodéo de Notre-Dame-du-Nord. Je ne sais pas d'ailleurs s'il existe encore. C'est le rodéo du camion. Maintenant, c'est le rodéo du camion. Mais je pense qu'à l'époque, il y avait aussi le rodéo du camion, il y avait les deux. Là. Alors, c'était le festival western par excellence. Donc, aussi bien dans le public que ceux qui montaient les chevaux et participaient aux compétitions étaient habillés avec la chemise, le petit lacet qui sert de cravate, la ceinture, le gros ceinturon. Et évidemment le chapeau western, le Stetson. Mais il y avait aussi les chevaux, beaucoup de races canadiennes d'ailleurs, les concours de tir.
C'était ça aussi qui était très intéressant à voir dans ces rassemblements de paroisses. C'était très festif, mais c'était impressionnant de voir la charge que ces chevaux-là étaient capables de tirer sur une distance. Alors évidemment, celui qui tirait le plus loin, le plus vite, était le gagnant. En fait, ça a été le gagnant en question. Et le gagnant en question, c'était quelqu'un de l'Ontario, juste de l'autre bord de la frontière. Alors, la compétition n'avait pas de frontières. C'était assez généreux comme participation. Il y avait aussi les concours de Golendar. Est-ce qu'il y en a ici qui ont participé ou qui étaient des bûcherons là, qui ont scié ça devait être quelque chose. Alors évidemment, la compétition consiste à l'équipe qui coupera la rondelle en moins de temps. Il y avait la même chose avec la scie à chaîne. On voit un spectateur avec un chapeau un peu bizarre, mexicain. Ce qui était étonnant aussi, si vous regardez, à l'époque, il y a eu une mode pendant 1 an. À peu près tout le monde portait une chemise qui était marquée US Army, avec soit des galons, soit des décorations ou encore des insignes de grade sur les manches. Vous en verrez plusieurs sur les photos qui suivent. Je ne sais pas qui est-ce qui a déclenché une telle mode. Pourtant, l'armée américaine venait de perdre la guerre au Vietnam. On ne pouvait pas dire que c'était un symbole de fierté à ce moment-là. Très amusant, c'était les concours de souk à la corde. Par équipe, chaque paroisse amenait ses équipes et la compétition consistait à déplacer évidemment l'autre équipe. C'était très amusant, il y avait une bonne participation, une bonne ambiance. J'ai adoré ces fêtes paroissiales. Évidemment, là j'aborde les spectateurs, le public. Alors, la maison qu'on a vue tout à l'heure en arrière du curé de Palmalrol, c'est celle-ci avec les habitants devant. Dès qu'ils ont vu que je braquais l'appareil de photo sur eux, ils m'ont salué avec beaucoup de sympathie. Cette maison était visiblement un peu plus conçue, le monde s'est habillé dans leur 31. Ici, une maison qui est en rénovation. C'est déjà un pas de plus. À cette époque-là aussi, la SAC avait réduit le nombre de plaques d'immatriculation à une seule à l'arrière de la voiture. Et pour occuper les plaques en avant, on pouvait acheter partout des plaques disant dans le fond ce qu'on pensait. Et il y avait beaucoup de plaques, vous en verrez d'autres d'ailleurs dans mes photos. Ici, j'aime ma femme, je trouvais ça intéressant avec la petite famille assise sur le capot. Des grosses, c'était encore l'époque des grosses américaines aussi. Ici, toute la famille dans le pick-up. Ici, assis avec la jeune maman, avec son enfant. Donc, c'était des fêtes vraiment familiales. Des enfants, des jeunes. Alors, c'est un public, là j'en ai fait beaucoup de photos, beaucoup affiché à cette époque-là leur nationalisme ou leur fierté d'être québécois, Québec 77, ou avec un insigne sur le bord de l'épaule. D'autres affichaient leurs personnages. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'époque du film des Karate Kid. La patate à Perrier. Il y avait beaucoup de casquettes de camionneurs, de Honda, autres. Et toujours des t-shirts, souvent des t-shirts pour les marques de bière. Donc chacun se transformait en affiche pour la bière. La force, il n'y a rien là.
Belzébuth Abitibi, juste devant l'église. Il avait coopéré bien volontiers. Je lui ai demandé de tourner le dos. Je voulais photographier sa patch. Je trouvais le contraste amusant. Ça, les pieds de Wood City, je ne sais pas, il y avait beaucoup de gangs de motards. Mais c'était je dirais des motards pacifiques. Parce qu'à une époque, quand je suis arrivé à Rouen, il y avait une filiale des Hells Angels qui s'appelait les Saturn Choice, qui ont quitté la région après l'enquête de la SECO sur le crime organisé. Donc ils ont senti ça, qu'était la situation était devenue un peu chaude pour eux, donc ils ont préféré déménager dans une grande ville. Donc des jeunes spectateurs, à la fois US Air Force et puis la petite croix, je veux dire la fleur de lys en pendentif. US Army, elle n'a pas l'air trop commode là. Ni son mari non plus. Et on retrouvait ça même chez une magnifique petite fille à Belterre, avec la chemise US Army. Il y a des modes comme ça, on se demande pourquoi. Lui, on sait d'où il revient de vacances. Là, ça pourrait être une scène sortie du film du Parrain. Une chose aussi qui m'étonnait, c'était l'amour des toutous. Alors j'en ai vu beaucoup dans ces fêtes-là, mais aussi à Boss Carnaval, à Rouen, quand j'avais pris des photos là. Aussi bien les jeunes que les personnes plus âgées étaient très fières d'arborer le toutou qu'elles avaient gagné d'une façon ou d'une autre. Et évidemment, la culture de la bière. Là, comme j'ai bien présenté cet aspect-là dans ma précédente conférence, je n'ai pas insisté là-dessus. Là. Juste une petite réminiscence. Là. C'est à peu près, on trouvait sur les t-shirts, et la bière, il faut dire, les compagnies de bière sponsorisaient beaucoup, à peu près tous les événements dits culturels. Donc la bière coulait à flot avec les conséquences des fois qu'on pouvait voir à la fin de la fête. Là. À cette époque-là aussi, en 78, il y a toute une gang de gens un peu spéciaux, des jeunes, dits marginaux, le retour à la terre. Vous savez, il y avait toute une espèce de contre-culture qui s'était développée et qui profitait du fait que les terres n'étaient pas très chères. On pouvait acheter une terre, un lot avec la maison dessus pour 2000 $ à l'époque. Il y a toute une gang qui s'est installée à Clérici. Alors Benoît pourrait vous en parler, puisqu'il fait partie de cette gang-là. Et ils ont développé la descente des rapides sous le pont de Clérici, avec des radeaux. Et c'est le concours. Les premiers radeaux étaient plus ou moins primitifs, assez simples, mais je ne sais pas si vous avez vu la dernière descente. Il y a quelques années là, qui ont fait pour commémorer cette première descente de radeaux. C'était vraiment des radeaux extrêmement élaborés. Mais c'était l'occasion d'une fête qui était très spéciale à Clérici. Alors il y avait beaucoup de monde qui s'installait sur le pont là, pour regarder cette descente. La même gang avait organisé cette année-là une fête pour les enfants de Clérici, avec l'arrivée en pompe du Père Noël, distribution de petits cadeaux à peu près aux enfants de la paroisse, un spectacle. Et c'était aussi à cette époque-là, en 1979, que s'est tenu le premier powwow à Picogan.
J'ai eu peu l'occasion de rencontrer les Algonquins à cette époque-là. Je ne connaissais pas personne qui pouvait m'introduire. C'est quand même pas un milieu où on se présente avec un appareil de photo en disant je viens prendre des photos. Donc j'étais un petit peu timoré par rapport à ça. Mais quand j'ai appris qu'il y avait un powwow qui se faisait pour la première fois à Picogan, et que le public était invité, j'en ai profité. Alors il y avait une course de canot. Donc c'est un des gagnants de cette course de canot sur la rivière Arikana. Et ça m'a donné l'occasion de prendre quelques portraits des gens plus anciens, mais aussi des jeunes qui, bon, c'est toujours un régal de photographier les jeunes, ils se prêtent au jeu là, avec beaucoup de plaisir. Et le powwow s'est terminé par une danse dans le centre communautaire de Picogan. Et la tradition s'est perpétuée dans les années qui ont suivi, puis elle s'est arrêtée pour je ne sais plus quelle raison, et elles ont reprise il y a quelques années, mais cette fois avec beaucoup plus d'envergure, avec la participation de beaucoup plus de communautés de toutes, non seulement de l'Abitibi, mais aussi d'autres communautés du Canada et des États-Unis. Donc c'est devenu une grande, grande fête avec toutes les régalias, avec tout le déploiement. Alors si vous avez l'occasion d'assister au prochain, ça vaut vraiment le déplacement. J'ai aussi profité d'autres occasions pour photographier la jeunesse de l'époque. Les pionniers viendront après. Ça, c'était à Macamic, dans les années 70. Il y avait encore quelques voitures comme ça qui roulaient. Les jeunes, donc les clubs de baseball, clubs de tennis, Balle des Foins de Fougerville, l'équipe de baseball de Pressac. Donc même le village de Pressac avait son équipe de baseball. L'amour des petites motocyclettes devant l'église de Pressac. Ici, je pense que c'est au Témiscamingue, c'est à Fabre, des jeunes de Fabre. Maintenant, vous voyez, c'est des jeunes qui doivent avoir dans la soixantaine. Je ne sais pas si vous en reconnaissez, mais ils ont dû changer pas mal depuis ce temps-là. Ici, des jeunes de Belle-Terre. Entre autres, la belle petite fille que j'ai photographiée tout à l'heure, avec une de ses sœurs. Et j'en viens ici aux pionniers. Alors ici, c'est un monsieur qui était hébergé à Saint-Rouen, c'était probablement dans un RPA, qui s'était lancé dans le... je ne sais pas comment on appelle ça, l'espèce de tressage... macramé. Non. Tarte à la crème. Tarte à la crème. Alors ces personnes-là que je vous présente, c'est parce que Benoît était passé avant moi pour des entrevues qui sont également déposées à la Bibliothèque nationale pour leur faire raconter l'histoire qu'il avait vécue, telle qu'il avait vécue. D'habitude, l'histoire est racontée par les grands, par les personnages politiques, par les maires, par les personnes importantes, mais il y a une autre histoire qui est celle du vécu, des personnes qui ont été parmi les premières à avoir développé une paroisse et qui est souvent pas racontée. Et cette histoire-là, elle raconte une autre façon de voir la colonisation de l'Abitibi ou du Témiscamingue. Ce monsieur-là était un monsieur qui était à Rollet. Alors je profitais de l'occasion pour les photographier à l'extérieur, à l'intérieur. Ici, c'est un agriculteur de Montbéliard
J'aimais beaucoup le petit Snoopy qu'il avait sur son t-shirt. Et ce monde-là se prêtait à la photographie, donc ça me permettait en même temps de voir comment les intérieurs étaient décorés. Mais les personnes les plus remarquables que j'ai pu rencontrer, c'est monsieur et madame Clich à Sainte-Agnès de Bellecombe. À l'époque, monsieur Clich avait 85 ans et madame Clich avait 82 ans. Monsieur Clich commençait à avoir disons, à perdre un petit peu la tête. Madame Clich, par contre, avait toute sa tête. Et elle m'a fait visiter sa maison, mais elle m'a raconté des histoires bizarres. Elle m'a monté dans son étage pour montrer la chaise sur laquelle elle entendait son père, qui était décédé depuis longtemps, mais où elle le voyait régulièrement. Il se berçait sur sa chaise, elle voyait la fumée de sa pipe qui se déplaçait au-dessus de sa chaise, elle lui parlait. C'est la première fois que je voyais quelqu'un qui me parlait d'un revenant, avec autant de certitude, avec autant de présence. Elle m'a parlé aussi, 79, c'était 10 ans après le lancement, le premier atterrissage à l'unissage. Puis là, elle me disait, vous y croyez, vous, à l'unissage ? Non, non, moi je sais que c'est pas vrai. C'est du montage pour la télévision, mais ça n'a jamais existé. Puis, c'était pas la peine d'essayer de la dissuader que ça pouvait être vrai. Là, elle y tenait mordicus. Mais c'était une femme charmante. Donc, c'est des personnes que j'ai eu plaisir à rencontrer. Beaucoup d'autres aussi, mais je ne pouvais pas toutes les présenter. Cet autre monsieur, je l'ai rencontré par hasard. C'est quelqu'un qui me l'avait référé parce que c'était un ancien mineur qui s'était installé à Saint-Roch de Bellecombe et qui avait développé une plantation. C'était son hobby de retraite. Mais vous voyez, la maison était dans un état, c'est pas quelqu'un visiblement qui était très riche. Et ce monsieur-là avait tellement peur de la solitude, il souffrait du cœur, il avait tellement peur de décéder tout seul, qu'il m'avait invité à partager une chambre. Il me disait, vous êtes célibataire, vous êtes garçon, pardon. J'aurai une chambre à vous proposer, je ne vous fais rien payer, vous venez là. Disons que j'ai préféré garder mon appartement à Noranda. Mais je comprends un peu la solitude de certaines de ces personnes qui peuvent, à la fois malades, se sachant éventuellement en danger. Là, j'aborde la question de la religion. Alors, je vous ai parlé des fêtes paroissiales, maintenant je vous ai parlé de deux fêtes religieuses qui m'avaient particulièrement impressionné. Le pèlerinage à Sainte-Anne de Roquemaure et la fête de la Vierge à la grotte de Ville-Marie. Alors, vous reconnaissez ici certainement le curé de Palmarolles devant son église. L'église ancienne avait passé au feu et c'est une église à une architecture moderne et très intéressante d'ailleurs, si vous avez l'occasion de la visiter, et qui montre au-dessus, là, regardez, il est vivant, en s'adressant évidemment à son maître. L'église, donc, à Sainte-Anne de Roquemaure, c'est une église qui avait passé au feu en 1974 et qui a été reconstruite. Donc là aussi, il y a beaucoup d'églises qui sont passées au feu là, en Abitibi-Témiscamingue. Il y a pas mal de patrimoine qui s'est perdu au cours des années. Donc c'est une église qui avait peut-être 5 ans, si vous voulez. Mais le pèlerinage avait ceci de particulier, c'est que c'était un petit peu, je ne sais pas, vous connaissez le pèlerinage de Lourdes en France, les miracles, et semble-t-il que Sainte-Anne, ça serait, selon les écrits, la mère de la Vierge Marie, à qui on a accordé, dès le Moyen-Âge, un culte particulier,
et à qui on a accordé la capacité éventuellement à interférer avec son petit-fils Jésus de Nazareth pour guérir des maladies ou guérir des infirmités. Et à Sainte-Anne-de-Roquemaure, j'étais surpris de voir la quantité de miracles qui se sont annoncés, mais qui n'ont jamais été confirmés par les nouvelles locales. Donc je vais vous en parler un petit peu. Il y avait du monde de partout. Donc j'ai été autorisé à prendre des photos en toute liberté. Donc pendant toute la journée et toute la soirée, je me suis promené avec mon appareil de photo. Les gens ne posaient pas de questions, ils ne me semblaient pas du tout gênés que je les prenne en photo. Donc ça m'a donné l'occasion en même temps de prendre des portraits des paroissiens. Sachant en plus de ça qu'ils venaient de toutes les paroisses alentours et probablement de toute la région. Et comme j'ai pu voir, il y avait un grand rassemblement de personnes qui étaient en chaise roulante, avec différentes infirmités, des jeunes, des vieux, et qui venaient ici dans l'espérance éventuellement d'une amélioration de leur sort. Les confessions se tenaient en plein air. Ici, la madame a l'air de parler d'un gros péché. Et le curé on ne sait pas de quelle longueur elle parle, mais des gestes de compassion, c'était en fait une messe qui était concélébrée. Je pense qu'il y était 6 prêtres, en plus d'un curé qui venait de Montréal et qui était un prédicateur du renouveau charismatique. Et c'est lui qui a annoncé tous les miracles qui allaient se produire dans la nuit suivante. Alors le paralytique se lèverait brusquement de sa chaise et marcherait sans béquille, l'aveugle le retrouverait miraculeusement. En fait, il a annoncé à peu près une douzaine de miracles. J'irai, bon, on va voir demain si effectivement, ce qu'il n'a pas précisé, si les miracles se passeraient à Sainte-Anne-de-Roquemaure pour ceux qui étaient là, ou si les miracles se passeraient dans l'ensemble du monde, ce qui était peut-être moins risqué que de... Chose étonnante, par exemple, c'est quand j'ai quitté Sainte-Anne-de-Roquemaure, la nuit venue, j'ai regardé le ciel, il y avait un ciel magnifique étoilé, mais autour de l'étoile polaire, il y avait toute une couronne magnifique, un petit peu comme celle qu'on voit autour de la Vierge Marie d'habitude. À tel point que j'ai garé ma voiture et je me dis, et si c'était vrai? Si c'était un signe? Alors on voit, disons, on pouvait lire la ferveur, disons, dans les personnes qui étaient présentes, parce qu'elles ont passé toute l'après-midi quand même au soleil, il y avait un gros soleil, il faisait chaud, à lire des cantiques, à chanter, à suivre la messe, des fois simplement à attendre qu'il se passe quelque chose de plus, en état de méditation. Et il y avait ensuite une cérémonie à l'intérieur. La messe était à l'extérieur, il y avait une cérémonie à l'intérieur, probablement la communion. Bon, ici, on voit des personnes qui visiblement sortent ont fait leurs vêtements elles-mêmes. Le club de l'âge d'or. Et ce mélange bizarre entre l'armée et Sainte-Anne. Ce que j'ai été étonné, c'est de voir la quantité de jeunes qui étaient là, dans les paroisses, et caractéristique, disons, d'une église qui se modernise, les chanteurs, un petit groupe de chansons, avec des chansons, un petit peu alternant entre les chants religieux et puis la musique un peu rock.
Et c'était eux également qui étaient à l'honneur pour porter dans la procession nocturne qui a suivi, y compris la parade de la Vierge. La fête de la Vierge à la grotte de Ville-Marie. Je dirais qu'à cette époque-là, ça aurait été difficile, disons, pour les personnes en chaise roulante d'accéder à la grotte, parce que vous voyez la longueur de l'escalier qui monte à la grotte, c'était pas... je n'ai vu personne, par exemple, à monter à genoux, comme à l'oratoire Saint-Joseph. Et la grotte, qui malheureusement n'existe plus, là, vous savez qu'elle a été démolie récemment, parce qu'elle était devenue un danger d'écroulement. Là aussi, c'était un tout autre spectacle. Il y avait au-dessus, dans les rochers au-dessus, il y avait tout un chemin de croix avec les 12 stations habituelles. Donc, dans l'après-midi, les gens faisaient le chemin de croix avant de se rassembler à nouveau dans la grotte pour écouter la messe, les prédications, prier, chanter. Recevoir la communion. Et c'est là que j'ai découvert pour la première fois les filles d'Isabelle. Est-ce que ça dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Il paraît qu'elles ont fêté leur 105e anniversaire il n'y a pas si longtemps, donc c'est un groupement qui existe toujours, mais ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Est-ce que vous en avez vu dernièrement là, ou, pas vraiment. Mais c'est une communauté qui est née aux États-Unis de la même façon que les chevaliers de Colomb. Les chevaliers de Colomb, je ne sais pas s'ils existent encore ou s'il y a encore un chapitre ici. Oui, très populaire. Là aussi, l'initiative est venue des groupements catholiques dans le nord-est des États-Unis. Donc c'est des congrégations très larges, très puissantes. Ce qui m'a par contre très étonné, c'est le déploiement de cet appareil militaire et de présenter l'hommage à la Vierge avec une épée nue. Il me semble que trucider quelqu'un, ça a très peu de résonance avec le message de la Vierge. Là, il y a quelque chose qui... et en particulier le jeune là, qui présente l'épée au centre, qui m'avait vu depuis longtemps. Moi, à l'époque, j'avais les cheveux longs, je portais une veste de l'armée, j'étais barbu avec la barbe assez longue, donc je n'étais pas très identifié comme quelqu'un de respectable à cette époque-là. Et je prenais les photos depuis le haut de la grotte des assemblées, et lui, il me regardait avec un regard tel qu'il m'aurait passé volontiers l'épée à travers le corps. Dans la culture religieuse aussi, le mélange de la religion et du jeu. Pour moi, dans mon éducation catholique, le jeu, c'était quelque chose qui ne va pas très bien avec la foi catholique. Mais qu'il y ait des bingos tous les dimanches dans le sous-sol des églises, c'était quelque chose d'assez étonnant, mais en même temps, c'était plaisant de voir les gens jouer. Il y avait comme un véritable plaisir, il y avait une bonne ambiance. Mais c'était aussi une occasion de rassembler les citoyens de la paroisse. Un autre trait de la culture abitibienne, emprunté évidemment à la culture anishinaabe, l'espèce d'engouement pour la chasse et la pêche dans les paroisses. À l'époque, il y a encore même beaucoup de pourvoyeurs. Et ici, il y en avait même, c'était un poste de traite à Hunters Point qui était tenu par les Anishinaabe. La petite communauté d'Hunters Point, qui s'appelle également Wolf Lake, il y a quasiment à peu près 200 ou 300 personnes qui sont originaires de là, mais aucune n'habite
dans le lieu-dit. Elles habitent toutes dans les villages environnants, à Tillé ou à Témiscamingue. Alors j'ai gardé ça un petit peu probablement que ce poste de traite n'existe plus. Mais la chasse, évidemment, c'est devenu une telle religion qu'à cette époque-là, au cégep, où j'étais professeur, dans le temps de la chasse, il y avait une bonne partie de gens qui étaient portés malades. Il y avait des spécialistes de ça. Pendant une semaine ou deux, on ne les voyait pas. Et ils étaient partis à la chasse. Tout le monde le savait, mais personne ne s'en formalisait. Ça faisait partie un peu de la culture. Ce que j'admirais aussi, c'était l'ingéniosité. La capacité à faire un véhicule tout-terrain avec un moteur de tondeuse à gazon et quelques autres accessoires. J'ai accompagné pendant 2 soirées des gardes-chasse pour savoir comment ça se passait. Bon, là c'était un plus jeune, mais j'étais aussi avec un autre garde-chasse qui était tellement nerveux, il était tellement bourré de caféine, et quand il sortait de la voiture, il tâtait son revolver, parce qu'évidemment on sait qu'il y avait quand même, surtout quand la noirceur commence à pogner, là, et il y avait toujours un certain danger à fréquenter une voiture qui était immobilisée sur le bord du chemin et aller vérifier si le propriétaire n'était pas là avec un fusil armé. Mais Gilles est tellement nerveux qu'un de ces jours, il va tirer quelqu'un à la moindre... et prendre les photos. Alors là, pour avoir des photographies des chasseurs eux-mêmes, là j'étais dans le poste de Ville-Marie où les gens venaient faire enregistrer leurs prises. Donc ça me permettait de photographier les chasseurs avec leurs prises. Donc j'ai tout un lot de photographies où on voit, bon, c'est vraiment des gens des paroisses, là. C'est rarement des gens de la ville et des gens qui vont profiter de la viande qu'ils ont chassée. C'est moins des chasseurs de trophées. Ici, je ne sais pas s'il y a plus des chasseurs américains qui sont plus souvent là pour le trophée que et qui laissent la viande soit au pourvoyeur, soit ils la laissent pourrir dans le bois, ce qui était très triste. Ici, un ours. Et toujours l'époque des plaques, là, faut se parler, écrase. Vous voyez qu'il y a certaines contradictions des fois dans les... Et ça pouvait terminer en belle décoration de maison. Quelque part, je ne me rappelle plus, c'était, je pense, du côté de la Sarre, sur une maison. Dernière chose que je vous présenterai pour ce soir, une de mes préoccupations en faisant cette tournée de photographie qui a duré à peu près un an et demi, c'était de garder le patrimoine religieux, de m'assurer que la maison du frère Moffett était déjà en état de... Je l'avais connue beaucoup plus détériorée que ça. Donc elle était déjà en état de restaurer. La cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila à Moss, elle est unique en son genre, il n'y en a pas d'autres en Abitibi-Témiscamingue. De style orthodoxe, il n'y en a pas beaucoup à Montréal non plus, je pense qu'il y en a une ou deux. Mais l'église que j'aime le plus, c'est l'église de Rapide-Danseur, construite en pierre des champs. À une époque, le clocher penchait tellement qu'il menaçait ruine. Il a été redressé depuis l'époque. Et l'église a bien été restaurée. Elle est vraiment très originale. Mais il y avait aussi toutes sortes d'églises modernes, comme celle de Chibougamau à droite, ou une autre qui est à Amos, je ne me rappelle plus le nom exactement, où l'architecture est vraiment intéressante. Il y a une église que je suis bien content d'avoir photographiée parce qu'elle a disparu en fumée. C'est l'église de Sainte-Eugène de Guille.
C'était une des églises modestes, mais qui avait quand même pas mal de charme en haut de la côte de Saint-Eugène. Et celle-ci, à Hunters Point, que j'ai eu le plaisir de revoir, enfin le plaisir ou le déplaisir de revoir au Festival du cinéma en Abitibi-Témiscamingue dans un court-métrage sur ce qu'on retrouvait des fois en se promenant dans le bois. À cette époque-là, elle était encore en bon état. J'étais rentré à l'intérieur. Évidemment, elle était inoccupée, mais elle était encore très solide. Les bancs étaient là, l'hôtel était là. Mais quand je l'ai revue, elle était vraiment dans un état très pitoyable dans le film. Elle était complètement entourée de forêt. Les fenêtres, les portes étaient défoncées. Donc, elle menace ruine dans quelques années. Il ne restera plus qu'un amas de bois. C'est dommage parce qu'elle avait un certain charme et en même temps c'est une église qui était dédiée aux autochtones de la place. Les croix de chemin. Je suis toujours étonné de voir à quel point elles ont été restaurées, elles existent toujours. À l'époque, je me disais, bon, mais dans quelques années, ces croix-là seront tombées, auront disparu, il n'y aura personne pour les entretenir. Et finalement, elles sont encore debout, repeintes. Donc, on dirait qu'il y a comme du monde ou des comités ou des communautés qui se préoccupent de leur sauvegarde. Celle-là est un rapide danseur. Et beaucoup de ces croix avaient une petite... je crois qu'on appelle ça une petite... une petite niche avec une représentation, souvent une représentation du Christ dedans ou d'un saint. Et les cimetières aussi, j'aimais beaucoup fréquenter les cimetières parce que ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir les tombes, les noms sur les tombes. Là, c'est dans une autre des tombes, dans le cimetière de Béarn. Et de voir je regardais les dates, des tombes souvent assez modestes. Ici, à Lorrainville, mais ce qui m'avait frappé dans le cimetière de Lorrainville, c'était que toutes les terres qui avaient été défrichées par les pionniers en arrière, des belles terres, des lots qui, c'est pas de la rocaille comme à Montbéliard ou à Clérici ou ailleurs, c'était des belles terres cultivables, avaient été replantées en épinettes. Alors quand on pense à tous les efforts qui avaient été mis pour dessoucher ces terres-là, et de les revoir plantées en épinettes, j'ai entendu pas mal de commentaires de la part des gens qui avaient participé à leur mise en valeur. Quel dommage de les revoir repousser en épinettes, tout ça on s'est donné tellement d'efforts pour les enlever que c'est presque regrettable. Il y avait aussi ici, à la douce mai de Simone Julien, décédée à l'âge de 31 ans. Il y avait des tombes il y a des tombes qui sont toujours très touchantes, plus que d'autres. Et c'est pour ça que je regardais beaucoup les inscriptions. Et souvent, j'ai vu du monde qui était relativement jeune. Sur l'autre, c'est 33 ans. Donc 31 ans d'un bord, 33 ans de l'autre. Se dit que probablement les conditions de vie, de survie étaient quand même pas si aisées que ça quand on restait dans les paroisses. Alors je termine cette présentation sur cet aspect-là. Je ne veux pas parler du cimetière là, en disant, mais c'est la fin de ma présentation.